Bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur des données. Aujourd'hui, on va parler d'une enquête essentielle pour comprendre le marché du travail en Belgique, l'enquête sur les forces de travail. Chaque année, des milliers de personnes sont interrogées pour savoir si elles travaillent, si elles cherchent un emploi ou si elles sont inactives. Et comme souvent, cela commence par les enquêteurs. Bonjour, Annette Wilke, service fédéral Stade Bell. Je vous remercie. Bonjour Annette, tu es donc enquêtrice à Stade Bell. Alors enquêteur, est-ce un métier exigeant ? Exigeant dans le sens où il faut quand même une certaine rigueur dans les questions qu'on pose. Il ne faut pas non plus se laisser embarquer par la personne pendant des heures dans des questions qui n'ont rien à voir avec l'enquête. D'un autre côté, il faut pas mal d'empathie parce qu'on tombe parfois sur des personnes qui sont très seules, sur des personnes qui ont des problèmes psychologiques et il faut être capable de les gérer. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans ce métier car tu es pensionné et tu aurais le droit de profiter de ta retraite ? C'est le contact avec les gens. Parler avec eux, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et ça, c'est fabuleux. Ça vous oblige à sortir de vous-même, ça vous oblige à sortir de chez vous aussi. Ce sont des rencontres. Moi, il y a des personnes, maintenant, quand j'appelle pour les suivis, qui me disent « Ah oui, on a reconnu votre voix, donc c'est la preuve que ça s'était bien passé les autres fois. » Ou bien qui disent « Oui, on a reçu la lettre, on attendait que vous appeliez. » C'est quelque chose qui n'a pas de prix. Moi, je suis gestionnaire de chantier dans la construction. Ça, c'était mon métier, donc producteur, gestionnaire. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper de la gestion de leur bâtiment. Pour les aider dans leur mission, les enquêteurs peuvent compter sur le service collecte des données de Stade Bell, et notamment Sébastien Rémy. Bonjour Sébastien. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais chez Stade Bell ? Je travaille chez Stade Bell depuis 2017 et je suis responsable du service enquête citoyen. Ça veut dire quoi, être responsable du service enquête citoyen ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Donc, au niveau du service enquête citoyen, on organise la collecte des données, donc via des enquêtes, soit par enquêteur directement, soit des enquêtes online. On va le répéter encore dans cet épisode, mais donc collecter les données, c'est vraiment hyper important, car sans cette collecte, il n'y a pas de chiffres et donc pas de données. Pourtant, on constate quand même que certains citoyens sont encore frileux, sans doute, ou peut-être en tout cas parce qu'ils ont peut-être peur de confier des infos comme ça sur leur vie privée. Mais est-ce qu'il y a un risque pour eux ? Est-ce qu'il y a un risque de fuite des données ? Non, aucun. Donc on le signifie toujours, on indique clairement que donc il y a différents aspects. Donc déjà les données qui sont récoltées sont systématiquement pseudonymisées, c'est-à-dire qu'avant qu'on les fournisse au service thématique qui va réaliser les analyses, donc il va y avoir un système de filtrage qui fait que le service thématique ne pourra jamais savoir quelles données ont été répondues par quelle personne en fait. Donc ça c'est une première chose importante. Et ensuite, nous sommes un service de statistique, un institut de statistique, et on ne fournira jamais, même sur demande, à d'autres organismes, des données avec des noms. Donc, si on fournit pour des raisons de recherche ou autre, ce sera toujours systématiquement des données qui ont été pseudonymisées, c'est-à-dire qu'on a rendu anonyme avant de les communiquer. Sébastien, on te retrouve donc aujourd'hui pour parler de l'enquête force de travail. Dans le jargon, on parle de EFT. En quoi cette enquête est-elle différente des autres dont on a déjà parlé avec toi ? Donc l'enquête force de travail, c'est une enquête continue. Donc elle se déroule en permanence, donc tout au long de l'année. Ce qui signifie pour nous que le terrain ne s'arrête jamais en fait. On a besoin vraiment d'avoir des données qui sont récoltées sur toutes les périodes de l'année. Oui, car puisqu'on aborde des questions sur le travail, c'est vrai qu'au cours d'une année, on peut connaître différentes situations. On peut avoir un emploi salarié, puis peut-être devenir indépendant, reprendre une formation. Une des premières questions qu'on pose, c'est effectivement de savoir quelle est la situation professionnelle de la personne pendant la semaine de référence, qui est la semaine qui précède juste le moment où l'enquêteur arrive. Et donc, forcément, on interroge les 52 ou 53 semaines de l'année. Et pour ça, on a vraiment besoin d'avoir une enquête qui se poursuive tout le temps. Je crois savoir que l'enquête sur les forces de travail, donc l'enquête EFT, se distingue aussi des autres parce qu'il s'agit de la seule enquête qui est obligatoire pour les citoyens. Autrement dit, si je suis sélectionné pour répondre à cette enquête, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Alors, l'enquête force de travail est une enquête assez spécifique parce que c'est une enquête juridiquement obligatoire. Donc, il y a un arrêté royal qui stipule qu'il est obligatoire de participer
l'enquête force de travail. Parce que c'est important d'avoir le plus grand nombre de personnes, effectivement, qui participent à l'enquête pour que ce soit représentatif et surtout qu'on ait différents types de populations qui participent aussi à l'enquête. Et concrètement, alors, comment ça se passe? Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer dans un premier temps un courrier au ménage pour le prévenir de la venue d'un enquêteur afin de réaliser l'enquête à domicile. Donc la première phase, c'est cette phase de rencontre avec l'enquêteur. Et 3 mois après, donc là, le ménage a le choix entre participer soit directement par Internet au suivi de l'enquête. Donc là, c'est un peu moins de questions, un peu plus courtes pour voir s'il y a des choses qui ont changé, évolué. 9 mois après, il y aura une 3e interrogation qui à nouveau mesurera s'il y a eu des changements. Et enfin, 3 mois après, il y aura à nouveau une 4e interview, cette fois-ci des suivis. Donc là, il y a 2 possibilités, comme je disais. Donc, soit le ménage le complète directement sur Internet de manière complètement autonome, soit l'enquêteur fait une interview téléphonique. Alors, on a compris, hein, c'est une enquête obligatoire. Tu nous as sorti l'argument juridique, mais pourquoi c'est obligatoire? Pourquoi c'est important de répondre à cette enquête? Là, ce qui est important pour nous, c'est surtout qu'il y ait un maximum de personnes qui participent et qui viennent de différents horizons. Par exemple, on entend souvent pour l'enquête force de travail, les personnes un peu plus âgées, au-delà de 65 ans, qui nous disent je vois pas pourquoi vous voulez me poser des questions sur le travail. Et moi, voilà, j'ai dépassé les 65 ans, je ne travaille plus, ma situation n'est pas intéressante. Mais si, justement, la situation est très intéressante, parce que c'est une autre partie de la population qui parfois reprend une petite activité complémentaire, ou fait des activités de bénévolat, ou va suivre une formation. Et donc, c'est une enquête sur les forces de travail, pas sur le travail uniquement, mais sur effectivement la capacité à pouvoir travailler. Donc vous étiez employé alors? Oui. D'accord. Chez qui? J'ai travaillé dans plusieurs sociétés. Ça. On a vu qui récolte les données, comment elles sont rassemblées et anonymisées. Intéressons-nous maintenant à comment elles sont traitées. Bonjour Geneviève, tu travailles au service statistique social au sein de Stadbel et on a déjà eu l'occasion de t'entendre dans ces podcasts. Alors, première question, Sébastien l'a déjà abordé, mais l'enquête force de travail, l'enquête EFT, c'est quoi? C'est une enquête auprès des ménages dans laquelle nous allons interroger tous les membres du ménage âgés de 15 à 89 ans. Et le but, c'est de répartir la population en 3 grands groupes par rapport à leur position sur le marché du travail. Donc, les personnes occupées, les chômeurs et les personnes inactives sur le marché du travail. Donc, je résume, c'est une enquête qui mesure le taux d'emploi, le taux de chômage et le taux d'activité. Nous avons beaucoup plus d'informations que ces 3 indicateurs clés. Nous avons de nombreuses informations sur les personnes occupées, par exemple. On leur demande quel est leur métier, si elles travaillent à domicile, si elles travaillent éventuellement le soir, la nuit ou le week-end, si elles travaillent à temps plein ou à temps partiel, aussi éventuellement les raisons du travail à temps partiel, dans quelle mesure elles souhaiteraient travailler plus ou moins, etc. Donc il y a vraiment de très nombreuses questions pour caractériser ces personnes occupées. En ce qui concerne les personnes non occupées, on a aussi de très nombreuses informations. Et nous regardons par exemple si ces personnes recherchent du travail. Si elles cherchent du travail, comment elles le font, depuis combien de temps elles en cherchent, etc. Et aux personnes qui ne recherchent pas d'emploi, là on demande, y a-t-il une raison pour laquelle vous ne recherchez pas du travail? Souhaiteriez-vous travailler plus? Ou travailler plus que ce que vous faites actuellement? Une grande partie de l'enquête porte aussi sur la participation à l'enseignement et à des formations, et aussi sur le plus haut niveau d'instruction atteint. Je me demandais, est-ce qu'il s'agit d'une enquête récente ou au contraire elle est menée depuis toujours ou depuis que Stadbel existe? Il y avait déjà des enquêtes dans les années 60 et 70, mais nous considérons 1983 comme le point de départ de l'enquête telle que nous la connaissons aujourd'hui, même si depuis 1983, il y a eu beaucoup de changements qui sont intervenus. Mais en 1983, il y a eu un règlement européen qui a été adopté pour la première fois et il imposait à tous les États membres de l'Union européenne de mener une enquête par sondage sur les forces de travail. Et l'idée, c'était vraiment d'obtenir des données comparables entre tous ces pays européens sur l'emploi et le chômage. Donc, c'est vraiment pour pouvoir se comparer à nos voisins européens qu'on a standardisé cette enquête et donc on a aussi clairement défini ce qu'était le taux d'emploi ou le taux de chômage. Donc, le taux d'emploi, ça représente le pourcentage de personnes occupées dans toute la population. Et donc, de manière générale, on prend un certain groupe d'âge,
Par exemple, les personnes de 20 à 64 ans. Et donc, ce sera ici la proportion de personnes de 20 à 64 ans qui ont un emploi. On a aussi le taux de chômage. Ça représente le pourcentage de chômeurs par rapport à la population active. La population active, ce n'est pas la population totale, ce sont les personnes qui sont présentes sur le marché du travail, ce qui peuvent être soit des personnes occupées, soit des chômeurs. Et on a aussi un troisième indicateur important, c'est le taux d'activité. Il représente le pourcentage de la population active, donc on vient d'en parler, la population active, ce sont les chômeurs et les personnes occupées, alors par rapport à la population totale. Donc ça, ce sont 3 indicateurs clés qui permettent de refléter, mais aussi de suivre l'évolution de la situation sur le marché du travail. Mais il existe bien sûr de nombreux autres indicateurs. Et toi qui connais tout cela par cœur, quelle est l'observation la plus importante qu'on a pu faire au fil des ans? Est-ce qu'il y a un fait marquant selon toi? La principale évolution qu'on observe, c'est la nette augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail. En 1983, il y avait environ 40% des femmes âgées de 20 à 64 ans qui avaient un emploi. Et depuis lors, ça a bien évolué et pour l'instant, le pourcentage est de 68%. Et par contre, chez les hommes, on observe vraiment une stabilisation. Si on regarde en 1983, on avait 76% de la population masculine âgée de 20 à 64 ans qui avait un emploi et ce chiffre est le même aujourd'hui. Un autre sujet dont on parle beaucoup dans les médias notamment, c'est la discrimination à l'embauche. Est-ce que c'est aussi un sujet sur lequel Stadbell a des données? Par exemple, est-ce qu'on demande l'origine ethnique des personnes? On essaye de plus en plus d'identifier les groupes qui ont des difficultés sur le marché du travail, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas demander. Donc tu parles de l'origine ethnique, on ne peut pas poser des questions sur la race ou l'origine ethnique d'une personne, ça la loi statistique nous l'interdit. Mais ce qu'on fait par contre, c'est essayer d'utiliser de très nombreuses informations administratives qu'on va pouvoir retrouver par exemple dans le registre national. Et sur base de ces informations, on va pouvoir catégoriser l'origine d'une personne. Alors, tu parles justement de ces sources administratives. Actiris et le Forum, par exemple, publient aussi des chiffres sur le chômage. Ce sont donc des données administratives qui sont issues de leur propre base de données. C'est quoi la différence avec les chiffres de l'enquête EFT, de l'enquête sur les forces de travail? L'EFT, c'est une enquête qui est vraiment clairement menée pour établir des statistiques. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Mais pour les sources administratives, c'est différent. L'objectif, ça n'est pas la production de statistiques. Ce sera aider les demandeurs d'emploi à trouver du travail. Mais bien sûr, ces données sont disponibles et elles pourront être utilisées ensuite pour compiler des statistiques. Et cela signifie donc que les chiffres peuvent être différents. Oui, tout à fait. Donc les méthodes sont complètement différentes pour une enquête et pour des sources administratives et les résultats sont évidemment aussi différents. Les sources administratives, de manière générale, il y a aussi du travail. Il faut qu'elles soient rassemblées, intégrées. Si vous voulez avoir le nombre de personnes occupées selon les sources administratives, vous devez prendre les chiffres de l'ONSS sur les salariés, mais aussi des chiffres sur les indépendants. Il va falloir les collecter, les rassembler et faire certaines corrections, parce qu'il pourrait y avoir des doublons. Une personne peut avoir 2 emplois, elle peut être salariée et indépendante, mais on ne devra la compter qu'une seule fois comme personne occupée. Puis je pense aussi que les concepts sont différents. Le taux de chômage d'Actiris ou du Forum ne correspond pas au taux de chômage publié par l'EFT. Dans l'EFT, la définition du chômage est très stricte. Une personne est au chômage, selon l'EFT, si elle n'a pas d'emploi, évidemment, mais aussi elle recherche activement du travail et elle est disponible pour commencer à travailler dans les 2 semaines. Donc, c'est une définition très très stricte. Les chiffres administratifs sur le chômage, ils sont davantage tournés vers autre chose, les inscriptions par exemple. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ces 2 sources, les enquêtes et les sources administratives, sont complémentaires. Par exemple, si vous voulez comparer le taux de chômage au niveau international, là, vous devez vous appuyer sur l'EFT. Mais si vous voulez comparer des taux de chômage par commune en Belgique, alors vous devrez vous tourner vers des données administratives, parce que l'EFT ne peut pas calculer des chiffres représentatifs par commune. Mais alors, laquelle choisir? Les données administratives ou celles issues de l'enquête sur les forces de travail? Les 2 sources ont toutes les 2 des points forts et des points faibles. Un point fort de l'EFT, bien sûr, c'est qu'il dispose de très nombreuses informations qui ne seront pas disponibles dans des sources administratives. Par exemple, des informations subjectives sur les raisons pour lesquelles une personne ne travaille pas ou une personne ne souhaite pas travailler plus, etc. Geneviève, je sais qu'on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, mais chez Stadbell, on publie des chiffres.
Point. Mission de Stadbel, ça consiste à collecter, traiter, publier et diffuser des chiffres. C'est ce que nous faisons ici aussi dans l'EFT. Nous publions ces chiffres, nous les diffusons, nous donnons des informations descriptives sur ces chiffres. Mais c'est vrai que c'est aux chercheurs de commencer à travailler avec ces chiffres, de les analyser en profondeur, établir des liens, tirer des conclusions. Oui. Après, Non, on ne sait jamais, il pourrait vous en avoir parlé. bah, c'était il était dans le général, je sais. Mais dans exactement sa spécialité, je suis capable de répondre. Pas grave. Et non, faire des analyses, ce n'est pas le rôle de Stadbel, c'est celui de nos partenaires. Aina Astudillo, tu travailles à l'IPSA, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, et toi, Geoffrey Mine, tu es économiste à la Banque nationale. Vous travaillez tous les deux sur ce sujet passionnant, en tout cas moi il me passionne, le sujet de l'emploi, et vos analyses, elles sont notamment basées sur les chiffres de l'enquête force de travail. Alors j'ai peut-être qu'une seule question, à quel point ces données vous sont précieuses, celles qui sont issues de notre enquête? Moi, j'adore cette question parce que j'adore les données Stadbel. J'adore les données de l'EFT, je travaille beaucoup dessus. Et c'est une enquête qui est assez précieuse. Après, pour plein de raisons. Mais moi, il y en a deux qui me plaisent beaucoup. La première, c'est que c'est une enquête qui pose des questions qui permettent de répondre à des questions quantitatives. Combien de personnes travaillent, combien de personnes sont au chômage. Mais elles permettent aussi de répondre à des questions très qualitatives. Parce qu'on demande aux gens qui ne cherchent pas d'emploi, par exemple, pourquoi ne cherchez-vous pas d'emploi? On demande aux gens qui travaillent à temps partiel, tiens, pourquoi vous travaillez à temps partiel? Est-ce que vous voudriez travailler plus qu'à temps partiel? Et donc, ça permet d'aller vraiment voir, aller comprendre, pas seulement mesurer le marché du travail, mais aller comprendre pourquoi il est ce qu'il est. Ça, c'est quelque chose que j'adore dans l'EFT. Et la deuxième chose que j'adore, c'est avoir des microdonnées, c'est-à-dire avoir Stadbel partage avec nous les bases de données où on peut aller vraiment au niveau de l'individu. Bien sûr, c'est anonyme, donc on ne peut pas voir qui a répondu quoi. Mais on peut par contre croiser les données entre elles. Donc, par exemple, on peut se demander combien de personnes font du travail à domicile. Ok, très bien. Mais on peut aller plus loin dans la question et se demander quel profil de personnes font du travail à domicile. Alors, croiser la question travail à domicile avec le sexe des personnes, avec l'âge des personnes, avec la profession des personnes, avec leur niveau. Et Geoffrey, est-ce que tu partages l'enthousiasme d'Aina? L'aspect qualitatif, je pense, c'est une valeur ajoutée par rapport aux données administratives. Souvent, en analyse économique, on compare les données administratives qui sont très exhaustives. On a l'ensemble de la population belge, on a des données sur tout le monde, mais qu'on ne peut croiser quasiment avec aucune donnée. Il y a peut-être un échantillon qui est moindre, mais qui nous permet d'aborder d'autres types de questions. Et donc, je pense que souvent, on compare les données administratives et les données d'enquête, mais je pense que les deux ont leur raison d'être. Une bonne soirée. À vous aussi. Merci. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur stadbel.be.